ses enfants, 6 au total, étaient présents dans la salle d'audience, écoutant chaque mot avec une intensité douloureuse. Le jury avait été soigneusement sélectionné, conscient qu'il fallait un certain seuil de résistance émotionnelle pour entendre ce genre de témoignage. L'atmosphère était chargée, bouleversante, presque insoutenable. « Frère, tu es ici au nom de ton père. Crois-tu à son innocence ?» demanda Théon. Pour la première fois, les 3 sœurs confirent leur apparition au procès, venues apporter leur soutien émotionnel à leur père. Mais moins d'1 heure plus tard, elles se levèrent, s'étreignirent avec force, puis quittèrent la salle en larmes. Qu'est-ce que la vidéo projetée à ce moment-là pouvait bien contenir, au point que les propres filles de Didi ne puissent supporter de la regarder? Cette vidéo est peut-être la pièce la plus cruciale du dossier, car elle pose les bases d'une discussion sur la coercition, la fraude ou la force. Veuillez vous écarter. Donnez-nous de l'espace. Donnez-nous de l'espace, s'il vous plaît, ordonna une voix. Au tribunal fédéral de Manhattan, l'air était figé avant même l'ouverture du procès. Cassie présenta une vidéo inédite, prétendument tirée d'un freak-off controversé, censé contenir la clé des accusations contre Didi. Selon la procureure, cette vidéo est une preuve déterminante, dévoilant un enchevêtrement d'accusations visant Didi ainsi que des secrets enfouis au sein de sa propre famille. Lorsqu'elle fut officiellement admise comme pièce à conviction, les regards des membres de la famille Combs s'alourdirent, comme s'ils savaient qu'ils étaient sur le point d'affronter quelque chose d'irréversible. Quelques minutes après le début de la diffusion, Delilah se précipita pour couvrir les yeux de sa sœur jumelle, Jessie. Chance et Justine, eux, restèrent figés, incapables de détacher leurs yeux de l'écran, où le visage d'une femme familière venait d'apparaître. Était-ce Kim Porter? Selon un témoin, 8 vidéos montraient 8 célébrités prenant part à des freak-off ou des fêtes organisées par Didi, 6 hommes, 2 femmes. Un manuscrit, prétendu être les mémoires de Kim Porter, figurait aussi sur le disque dur. Mais ces 4 enfants affirment que ce récit est une falsification. Des murmures se propagèrent parmi l'audience, comme une onde sonore dans le silence de la salle d'audience. Puis, sans un mot, les 3 filles quittèrent la pièce. La question plane encore, qu'a-t-on vu dans cette vidéo? Et pourquoi, pour leur première visite en soutien à leur père, ont-elles fui? Sous le ciel pâle de Manhattan, une foule agitée affluait vers le palais de justice fédéral, alors que le procès de Sean Diddy Combs semblait amorcer une journée de plus. À l'extérieur, les journalistes se pressaient, les flashs crépitaient sans relâche, et des pancartes s'élevaient avec les mots « Justice pour les victimes ». Des rumeurs circulaient dans la foule curieux, analystes juridiques, simples passants tous ressentant le poids de l'instant, d'un procès qui s'annonçait explosif. À l'intérieur, la salle était comble. Pas un siège de libre. Les crayons des dessinateurs judiciaires glissaient fébrilement, les appareils photo cliquetaient à un rythme mécanique, tandis que les jurés, impassibles, se préparaient à disséquer chaque détail. L'air, dans cette salle lambrissée de chaînes, semblait comprimé, chaque respiration arrachée à l'oppression ambiante. La présence inattendue de la famille Combs attira tous les regards. Pour la première fois depuis le début du scandale, les sièges qui leur étaient réservés n'étaient plus vides. Chance, Delilah et Jessie, les 3 filles de Didi, prirent place au premier rang, rejointes par Justin Dior Combs, le fils du prévenu. Tous étaient habillés avec élégance, leur tenue sobre mais raffinée révélant une maturité inattendue. Leurs visages restaient impassibles, leurs yeux semblant dissimuler un labyrinthe d'émotions complexes. Interrogé par les médias sur leur présence, Chance répondit d'une voix calme mais déterminée, « Nous sommes ici pour soutenir notre père. » Pourtant, dans leur regard, il y avait quelque chose d'inachevé, un vide subtil, comme si elles se préparaient à affronter bien plus que ce que leurs mots pouvaient exprimer. La procureure Rachel Harper, une femme d'âge mûr aux cheveux argentés tirés en arrière et aux lunettes fines, se leva de la table de l'accusation. Sa voix résonna, lente mais ferme, tel le battement d'un tambour annonçant un moment solennel. D'un regard perçant fixé sur Cassie, elle déclara « Veuillez décrire à la cour ce que vous appelez les freak-off, ainsi que votre rôle dans ces événements. » La salle retint son souffle. Cassie inspira profondément, balaya la salle du regard, s'arrêta brièvement sur Alex, assis non loin de là, dont les yeux constants semblaient lui offrir un point d'ancrage. Elle pressa ses lèvres, puis commença à parler, d'une voix basse mais déterminée, comme si chaque mot avait été pesé. J'ai rencontré Sean en 2005. J'avais 19 ans. Je venais de signer avec Bad Boy Records. Il était un homme puissant, une icône de l'industrie musicale. Il m'a promis la célébrité.
Mais ce que j'ai eu, ce n'était pas la gloire. C'était un piège. Elle marqua une pause, fixa le jury, comme pour s'assurer qu'il comprenait le poids de ce qu'elle allait dire. Environ un an après le début de notre relation, il m'a introduite à ce qu'il appelait le freak-off. Il disait que c'était un moyen de se détendre, d'explorer de nouvelles limites. Pour moi, c'était un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Le freak-off, expliqua-t-elle, était selon Shawn une forme de voyeurisme. Cassie décrivit ces événements comme des rassemblements méticuleusement planifiés, orchestrés par Didi, où il détenait un contrôle absolu. Il appelait cela du voyeurisme. Il aimait me regarder avec d'autres, dit-elle, la voix tremblante, évoquant ses souvenirs traumatisants. Mais ce n'était pas juste regarder. Il contrôlait tout, ce que je portais, l'éclairage de la pièce, les actes à accomplir, jusqu'à la quantité d'huile pour bébé à appliquer sur nos corps pour qu'ils brillent selon ses désirs. Elle expliqua qu'il l'obligeait à acheter des tenues dans des magasins spécialisés, des vêtements provoquants qu'il sélectionnait lui-même. Je n'avais aucun mot à dire, déclara-t-elle, fixant le jury, sa voix se durcissant. Si je refusais, il me menaçait. Je me sentais piégé, sans issue. Tout dépend de la direction que prend la relation, ajouta-t-elle. Si tu ne veux pas partager quelque chose, ça devient ton secret. C'est ton secret. Moi, je crois au karma, surtout quand on fait du mal aux autres. Selon Cassie, ces freak-off n'étaient pas de simples rencontres éphémères. Ils duraient souvent de 36 à 72 heures. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait l'épuisement que subissaient les participants. Une fois, ça a duré 4 jours. Ils avaient lieu chaque semaine. C'était devenu une obligation. Elle raconta son rôle forcé dans l'organisation de ces soirées. Je devais trouver des participants sur des plateformes comme Craigslist ou via des services professionnels, dit-elle, baissant les yeux, visiblement honteuse. J'organisais leur voyage vers Miami, Abidjan, New York, la Louisiane, Las Vegas. Elle affirma avoir collaboré avec l'équipe de Didi, qui prétendait être des recruteurs, mais tout cela faisait partie du plan qu'il avait mis en place. Cassie expliqua que Didi contrôlait non seulement les participants, mais aussi les lieux où se déroulaient les freak-off. Il dictait l'éclairage de la pièce. Au début, il y avait des bougies, pour créer une illusion de romantisme. Puis, il est passé à un éclairage de scène professionnelle, comme si nous jouions dans un film où il était le seul réalisateur. Elle décrivit comment Didi chorégraphiait chaque détail, des mouvements des participants aux actes précis qu'il voulait observer. Il exigeait même l'usage de substances illicites pour détendre l'atmosphère, ajouta-t-elle, la voix nouée. Je me souviens d'un jour, juste avant un freak-off, j'ai dû lui envoyer un message pour lui demander quelle pilule prendre dans son sac. Il m'a répondu immédiatement, en me disant précisément laquelle. Au fil des minutes, le témoignage devenait de plus en plus explicite. Pourtant, son ton restait le même, calme, implacable. Une simple déclaration des faits, comme si elle relatait un souvenir détaché. Le procès atteignit son paroxysme lorsque l'avocate de Cassie, Samantha Klein, une femme aux cheveux bruns soigneusement attachés et au regard perçant, se leva pour demander à présenter une vidéo. « Votre honneur, déclara Klein, sa voix limpide et assurée, nous demandons la permission de présenter une preuve datant de 2018, étiquetée comme les archives de la White Party. » Le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers l'écran géant installé dans un coin. L'image se mit à trembler, puis apparut un manoir somptueux en bord de mer, les palmiers dansant au rythme du vent, des lumières néons pulsant dans la nuit. Des silhouettes flottaient dans une frénésie chaotique, sur fond de musique électronique battante, mêlée à des rires et à des sons indistincts. La vidéo documentait ce qu'on appelait les White Party de Didi, des rassemblements où célébrités, entrepreneurs et mannequins s'abandonnaient à une vie d'excès. Mais ce que l'écran révéla n'avait rien de glamour. C'était le revers sombre de ces soirées. Des visages connus, un homme d'affaires en costume blanc, une pop star aux cheveux platine, un mannequin en robe scintillante, s'adonnaient à des actes compromettants, usage de substances illicites, comportements franchissant toutes les limites morales. L'atmosphère y était étouffante, comme si toutes les règles avaient été effacées, ne laissant place qu'au pouvoir brut et au désir déchaîné. Depuis le banc des témoins, Cassie poursuivit la description de son rôle dans les freak-off. Je n'étais pas simplement une participante, déclara-t-elle, le regard fixe, bien que traversé par une lueur de douleur. On m'a forcé à tout organiser, du recrutement des participants à la coordination des lieux et des horaires. J'agissais sous ses ordres, mais je ne le voulais pas. J'avais peur que, si je refusais,
il divulgue des vidéos compromettantes de moi. Elle révéla que Didi filmait régulièrement ces événements, les archivait et les utilisait comme moyen de pression. Il disait que ces vidéos étaient son assurance, ajouta-t-elle, la voix tremblante. Si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il les rendrait publics, détruisant ma réputation et ma vie. Dans ses propres mots, je ne voulais pas le faire, mais je sentais que je n'avais pas le choix. La salle d'audience fut figée lorsque la vidéo changea de scène. À l'écran, une femme apparut assise sur un canapé, le regard vide, comme absente à ce qui se passait autour d'elle. Son visage était d'une clarté déchirante. Kim Porter. La mère défunte de Delilah et Jesse. Assise au premier rang, Chance porta une main tremblante à sa bouche, son visage décomposé par la stupeur. Delilah et Jesse, les jumelles, jusqu'alors figées dans une contenance douloureusement maîtrisée, restèrent immobiles, pâles comme des statues de cire. Delilah agrippa la main de Jesse avec une telle force que ses ongles s'enfoncèrent dans la paume de sa sœur, comme pour l'ancrer dans la réalité et l'empêcher de s'effondrer. Leurs regards vacillèrent vers Didi, entre panique, angoisse et une trahison indescriptible, avant de revenir sur l'image de leur mère. Le visage de Kim Porter, ses yeux absents, son expression désorientée, ne formait pas seulement une scène de plus. C'était une accusation silencieuse. Une mise à nu de la machinerie toxique qu'il avait bâtie. Kim, autrefois figure de force et d'indépendance, apparaissait là, à demi consciente, aspirée dans un monde qui n'était pas le sien. Sa présence dans ces images soulevait bien plus que des interrogations sur son rôle. Elle faisait naître une suspicion bien plus sombre. La pneumonie, diagnostiquée comme cause officielle de sa mort en 2018, était-elle vraiment un accident? Ou avait-elle été réduite au silence avant qu'elle ne puisse révéler la vérité sur Didi? Peut-être avait-il eu une dispute, un conflit soudain. Peut-être Didi avait-il refait son numéro de bagarre pour rire, ses pseudo-jeux d'oreiller, et peut-être l'avait-il étouffé. Bonne soirée à tous. Didi, incapable de se contenir, frappa violemment la table et se leva, sa chaise basculant dans un grincement aigu. Coupez cette vidéo maintenant, hurla-t-il, les yeux injectés de rouge. Mes enfants sont là. Vous n'avez pas le droit. Mais ses cris furent noyés par les sanglots étouffés de Jesse. Des pleurs faibles mais aigus, tranchant l'air comme une lame. Chance, les yeux rouges, bondit sur ses pieds, saisit ses sœurs tremblantes et les entraîna hors de la salle. Leurs pleurs résonnaient dans le couloir, plaintes déchirantes qui semblaient fracturer les murs de marbre. Un juré baissa la tête, une main couvrant sa bouche, ses yeux embués de larmes. Un journaliste au fond de la salle secoua la tête et murmura à un collègue, « Ce procès n'est pas seulement une affaire judiciaire. C'est une tragédie. » Dans le froid du couloir du tribunal, Delilah enlaçait Jesse, tentant de calmer la douleur brute qui venait d'exploser. L'image de leur mère, le regard vide, avait transpercé leur cœur, brisé les souvenirs tendres qu'elle gardait de Kim Porter, la femme qui les avait toujours protégés et aimés. Delilah se remémora les soirs où leur mère leur chantait des berceuses, sa voix douce les berçant comme un rempart contre les tempêtes de la vie. Jesse, les larmes au bord des yeux, chuchota seulement, « Pourquoi maman était là ?» Sa question resta suspendue dans l'air, sans réponse, seulement accompagnée par l'angoisse et un doute de plus en plus pesant sur celui qu'elles avaient un jour considéré comme un héros. Pouvaient-elles accepter que Didi, qui prétendait les aimer plus que tout, ait pu entraîner leur mère dans cet univers sombre, voire jouer un rôle dans sa disparition? Les vidéos des freak-off allaient être diffusées. Et devinez qui était assis au premier rang? Les fils de Didi eux-mêmes, présents dans la salle ce matin-là. L'avocat de Didi, Victor Langston, un homme imposant aux cheveux poivre et sel et à la voix grondante comme un orage, se leva pour contre-interroger Miss Ventura. Son regard perçant fixé sur Cassie, il lança. « Vous décrivez ces événements comme si vous étiez une victime sans aucun pouvoir de décision. Mais remettons les choses dans leur contexte. Vous avez signé un contrat pour 10 albums avec Bad Boy Entertainment. Vous avez vécu dans des appartements luxueux, voyagé à travers le monde et participé à des fêtes somptueuses. Est-il possible que vous ayez volontairement pris part à ces freak-off pour garantir votre place dans l'univers de Monsieur Combs? » La question frappa Cassie comme une flèche. Elle chancela brièvement, inspira profondément et croisa le regard d'Alex, puisant en lui une force nouvelle. « Non, » répondit-elle, sa voix s'affermissant, son regard devenant d'acier. « Je n'ai rien choisi. J'ai été contrainte. Ce que j'ai reçu, ce n'était pas une récompense. C'était le prix à payer pour survivre. Il contrôlait tout. Ma carrière, mes amis, même mes pensées.
Je n'avais pas le choix. Si je refusais, je perdais tout. Ces mots résonnèrent dans la salle comme un manifeste. Quelques jurés hochèrent lentement la tête, leurs yeux exprimant une compassion silencieuse. Langston poursuivit, son ton se faisant plus feutré, comme s'il tentait de l'attirer dans un piège. Mademoiselle Ventura, avez-vous déjà collaboré avec d'autres, comme Mademoiselle Kim Porter, pour organiser ces freak-offs à la demande de Monsieur Combs? Étiez-vous, vous et Mademoiselle Porter, des participantes consentantes, séduites par le style de vie qu'il offrait? Cette question jeta un frisson dans l'auditoire. Le nom de Kim Porter, la mère défunte de Delilah et Jessie, résonna comme une lame crue, ranimant une plaie béante que la famille Combs peinait à dissimuler. Cassie secoua la tête, les yeux noyés de douleur. Non, dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Kim était piégé, tout comme moi. Nous n'étions pas complices. Nous étions les victimes du même système. Il nous a fait croire qu'il n'y avait aucune issue. Comme si tout ce que nous avions à nos carrières, nos familles, nos réputations dépendaient de sa satisfaction. Ses paroles tranchèrent comme une lame. Didi resta assis, mais son malaise était palpable. Son doigt tambourinait nerveusement sur la table, ses yeux cherchant désespérément les sièges vides de ses filles, comme s'il espérait y retrouver un peu de réconfort dans leur absence. La diffusion de la vidéo montrant Kim Porter, associée au témoignage accablant de Cassie, ne fut pas simplement un coup porté à la réputation de Didi. C'était une dague enfoncée dans sa plus grande vulnérabilité, son amour pour ses enfants. Chance, Delilah et Jessie et les filles qu'il a toujours désignées comme le cœur de sa vie furent forcées d'assister à l'image de leur mère dans un état vidé, comme une victime sacrifiée au monde façonné par leur père. Leurs sanglots, leur fuite précipitée hors de la salle d'audience, révélèrent la puissance dévastatrice de cette vidéo. Leur présence au procès, précisément au moment de la révélation, éveilla les soupçons du public. Pourquoi les enfants de Kim Porter étaient-ils là à un instant aussi sensible? La coïncidence semblait trop parfaite, alimentant les théories d'une stratégie visant à frapper le talon d'Achille de Didi, son dévouement paternel. Tandis que Delilah et Jessie s'enfuyaient en larmes, Chance et Justine restèrent figés, leur regard froid planté sur Didi, refusant de suivre leur sœur. Cette attitude souleva des interrogations troublantes, croyaient-ils encore en leur père ou leur impassibilité dissimulait-elle un doute profond, une volonté silencieuse d'affronter la vérité? Pendant des années, les médias avaient présenté la famille Combs comme unie, notamment après la mort de Kim Porter, perçue comme le lien sacré entre Didi et ses enfants. Pourtant, lorsque Chance et Justine apparurent au procès, leur présence semblait être bien plus qu'un soutien, elle laissait entrevoir des intentions dissimulées, une possible lutte de pouvoir au sein même de la famille. Chance, fille de Didi et de Sarah Chapman, n'était pas l'enfant de Kim. Elle avait grandi en marge de la douleur, privée des souvenirs chaleureux d'une mère. À la mort de Kim, en 2018, ses enfants s'agrippèrent à leurs souvenirs, tandis que Chance ne connut qu'un froid silence. Voir les médias s'attendrir sur Didi entourant les enfants de Kim éveilla en elle une douleur sourde, la reléguant à l'ombre des tendres instants familiaux. Justine, fils aîné de Didi avec Misa Hilton, développa quant à lui une détermination d'acier. Non courbé par le chagrin, il s'était forgé comme un stratège glacial. Pour lui, la famille Combs n'était qu'un échiquier de pouvoir. Il maîtrisa les règles du jeu de son père, naviguant parmi les procès étouffés et les scandales étouffés pour préserver le nom familial. Derrière son apparence lisse, ses cicatrices l'avaient façonné en joueur redoutable, prêt à renverser la partie. Contrairement à Chance, Justine ne se laissa pas submerger par la douleur, il l'affûta. Il observa les règles tacites de la famille dès son plus jeune âge, voyant les enfants de Kim se blottir dans un amour maternel qu'il ne connaîtrait jamais. Mais au lieu d'en éprouver de l'envie, il apprit à décoder son père. Didi, en tant que père, alternait affection et défi, en particulier avec Justine, lui imposant des rivalités et des épreuves énigmatiques. Les scandales supposés qu'avait traversé Justine furent dissimulés par Didi, afin de protéger leur héritage. Ces blessures cachées firent de Justine un stratège rusé, prêt à saisir l'instant où tout pourrait être renversé. La présence de Chance, Delilah et Jessie au procès n'était pas fortuite. Des fuites révélèrent que Didi avait formellement interdit à tout membre de la famille d'y assister, stratégie calculée pour protéger son image publique et épargner à ses enfants les révélations douloureuses. Pourtant, ce jour-là, les trois filles s'installèrent au premier rang aux côtés de Justine et Janice, provoquant la stupeur de l'assemblée. Pourquoi les enfants de Kim Porter, toujours fidèles à leur père, brisèrent-ils son interdit précisément le jour où la vidéo incriminante fut diffusée? Les rumeurs enflèrent. Justine et Chance,
Chacun porteur de ses propres blessures et ambitions, avait peut-être orchestré en secret une confrontation avec Didi. Leurs intentions demeuraient voilées. Justine, dotée d'une intuition aiguisée, avait perçu la fragilité de Chance. En elle, hanté par le sentiment d'abandon, il vit la clé d'une rébellion. Des mois avant le procès, il l'aborda non comme un frère rassurant, mais comme un semeur de doute. « Tu t'es déjà demandé qui est vraiment papa ?» lui glissa-t-il un soir, la voix basse, incisive. Il partagea des récits que Chance ignorait, les fêtes blanches controversées, les manipulations, Kim Porter elle-même, peut-être victime d'un piège auquel elle n'avait pu échapper. Ces mots remuèrent en Chance une douleur enfouie. Hésitante, mais troublée, elle ne put ignorer ces révélations. Elle contacta Delila et Jessie, ses demi-sœurs, autrefois si lointaines. Dans des appels nocturnes, la voix brisée, elle leur dit « Il faut être là pour papa, mais aussi comprendre ce qui s'est réellement passé. » Sans évoquer la vidéo ni les confidences de Justine, sa sincérité convainquit ses sœurs. Delila et Jessie, malgré leur réticence, acceptèrent de venir, croyant soutenir leur père. Elles ignoraient quelles étaient devenues les pièces d'un plan plus vaste. Derrière les apparences, les véritables intentions de Justine, vengeance, pouvoir ou quête de vérité, restaient une énigme. Des murmures prétendaient qu'il avait lui-même transmis l'archive de la White Party de 2018 à l'avocate de Cassie Ventura, Samantha Klein. La vidéo montrant Kim Porter vulnérable n'était pas un hasard. Des sources confidentielles affirmaient que Justine s'était appuyée sur son réseau d'alliés pour faire parvenir le document à Cassie, le transformant en pièce maîtresse du dossier. Il agissait avec prudence, conscient de la garde rapprochée de Didi, prêt à tout pour le défendre. Pour protéger Cassie et son mari, Alex Finn, Justine aurait même organisé une sécurité discrète, bien que cela reste spéculatif. C'est la seule à pouvoir dire la vérité, écrivit-il à un ami via une application chiffrée, son ton glacial mais déterminé. Alors que le procès battait son plein, la tension atteignit son paroxysme. Cassie prit la parole, décrivant des années sous l'emprise de Didi, menace et abus la maintenant dans la peur. Il voulait que je lui appartienne entièrement, dit-elle d'une voix basse mais tranchante, captivant le jury. Chance, Delila et Jessie, assises au premier rang, affrontaient leurs propres tourments. Chance, masquant son trouble, vacillait entre fidélité paternelle et vérité révélée. Delila et Jessie, inconscientes de tout, fixaient leur père avec amour, avant de se recroqueviller de panique à la vue de la vidéo. Lorsqu'elle fut projetée, les images dévoilèrent un manoir en bord de mer, lumière néon vacillante, silhouette désorientée, et Kim Porter, cette mère qu'elle chérissait. Delila et Jessie, figées, éclatèrent en sanglots avant de fuir, leurs cris tranchant l'air comme des lames. Didi bondit, hurlant d'arrêter la vidéo, ses yeux en feu, mais il croisa les regards figés de Chance et de Justine. Chance, visage fermé, soutint celui de son père, ses yeux exigeant des réponses. Justine, bras croisés, le regard glacé, ne broncha pas. En lui, une sombre satisfaction s'épanouissait alors que l'empire de son père vacillait sous le poids de ses secrets. Pourtant, au fond de son âme, une douleur subsistait, celle d'un fils qui aimait encore, faiblement, l'homme qu'il avait autrefois vénéré. Sur X, les spéculations fusèrent. Les hashtags vérité qu'importé et secret Didi explosèrent. Elle a brisé le silence, écrivit un internaute, saluant le courage de Cassie. Mais la vidéo de Kim souleva des questions. Pourquoi Chance et Justine, et non les enfants de Kim, avaient-ils assuré la présence de leur sœur? Certains accusèrent Justine d'avoir manipulé les blessures de Chance pour se venger. Justine veut le pouvoir. Chance cherche la vérité, affirma un commentaire. Le procès de Didi dépasse désormais le cadre légal. Il devient un avertissement brutal sur le pouvoir, la manipulation, et les secrets tapis sous les paillettes du monde du divertissement. Le témoignage de Cassie Ventura, renforcé par la vidéo des freak-off, a dévoilé un royaume où Didi régnait en maître, transformant des femmes comme Cassie et Kim Porter en instruments de son ambition. Ces freak-off, étouffants et mis en scène avec soin, n'étaient pas de simples fêtes. Ils incarnaient son contrôle absolu. L'image de Kim dans la vidéo força les filles de Didi et Chance, Delila, Jessie à affronter une vérité glaçante, leur père adoré aurait pu entraîner leur mère dans une spirale noire. Les cris de Delila et Jessie, fuyant le tribunal, témoignèrent de la blessure profonde causée par ces révélations. Tandis que Chance et Justine, impassibles, éveillaient les soupçons. Croient-ils encore en leur père ou cachent-ils des desseins personnels? À mesure que le procès progresse, l'opinion attend des réponses.
Ces freak-offs étaient-ils le fruit d'un style de vie décadent ou la preuve d'un réseau criminel organisé? Et surtout, la mort de Kim Porter était-elle un accident, ou un secret que Diddy tentait d'enterrer? Ces interrogations persistantes jettent une ombre longue, remettant en cause la légende d'un homme autrefois célébré comme une icône culturelle.